se connecter petit à petit. Et on est en live sur la page Facebook. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Là, normalement, le live doit fonctionner. Oui, c'est bon, ça a l'air de fonctionner. Je suis ravie d'être ici parmi vous aujourd'hui pour ce She Talks un peu spécial sur le monde de la musique et l'industrie musicale avec un super panel. Je vais les présenter dans pas longtemps et puis surtout, elles vont elles-mêmes se présenter et vous raconter toutes leurs expériences et leurs retours sur ce sujet. L'idée aujourd'hui, ça va être de parler de plein de choses d'entrepreneuriat, mais aussi d'égalité, de lutte contre les violences dans ce secteur-là et dans le milieu festif. Enfin bref, plein de belles choses et surtout de voir le parcours de trois femmes qui font plein de choses au quotidien pour faire évoluer ce secteur. Donc voilà un petit peu les grands objectifs. Avant de commencer, je vais juste vous expliquer un peu comment ça va se passer. Donc on est effectivement live. On aura des personnes qui vont prendre vos questions puisque la conférence va durer 1 heure. Au début, on va échanger à 4 et on pourra prendre aussi vos questions au fil de l'eau. Mais dans tous les cas, on aura un temps d'échange à la fin pour pouvoir prendre vos questions et prendre vos retours. Et puis au passage aussi, ce sera une conférence qui va être enregistrée et disponible sur notre page YouTube. Donc vous pourrez partager et regarder à la suite de cette conférence. Pour le moment, vous ne pourrez bien évidemment pas échanger directement et vos micros sont coupés, on en est désolé, mais vraiment n'hésitez pas à nous poser directement des questions dans le chat ou par commentaire. Voilà pour les petits points logistiques. Après, je vais juste brièvement parler d'Empower. Donc, nous, on est une association qui accompagne les femmes dans l'entrepreneuriat social. Donc, on n'est pas une association qui parle de musique, mais on trouve que c'est un secteur qui est super chouette et puis on aime bien danser. Mais dans la vie de tous les jours, on fait des programmes d'accompagnement et de formation et on travaille aussi sur la sensibilisation sur ces sujets-là, notamment dans les collèges et des lycées. Et on agit aujourd'hui en France, en Côte d'Ivoire et au Niger et dans pas mal de pays, notamment au niveau européen. Donc, vous pourrez retrouver un peu toutes nos actions sur le site, sur la page Facebook, sur nos comptes Instagram et autres réseaux. Mais voilà, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter d'autres personnes si vous avez des questions. Et par rapport à ça, juste quelques mots aussi sur les She Talks. Donc, les She Talks, c'est des conférences ouvertes à tout le monde, gratuites, qui ont pour objectif de creuser un peu un secteur, d'aller à la rencontre de profils, de découvrir des expériences et des panels à chaque fois différents. Donc, on les propose tous les mois. Et aujourd'hui, en plus de ça, ça a été une conférence qu'on a pensée avec des ambassadrices, notamment Sarah, qui a suggéré ce thème, qui a trouvé des super profils et qui vraiment a fait un super boulot. Donc, un grand merci à elle. Et puis, voilà un petit peu pour ce moment d'introduction. De toute façon, on a pas mal de sujets à voir ensemble et ça va être un super événement. Donc, très rapidement, je vais commencer par peut-être juste vous présenter les filles, en tout cas, pour voir comment ça se passe. Attendez, juste un petit problème avec le direct en fin de compte. Hop, que je vais lancer. Voilà. Voilà, là, c'est bon. Donc, ça me permet de faire la transition pour présenter notre panel. Donc, je vais commencer. Vous avez toutes des parcours hyper intéressants, donc d'être briève, mais après, mais après, on aura l'occasion d'y revenir. Mais je vais commencer par toi, Anne-Lise. Tu es directrice de l'association La Petite. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, tu agis au sein de cet asso depuis 2017, mais La Petite existe depuis 2004. Vous organisez des fêtes électroniques et aussi vous soutenez les carrières des femmes et des personnes transgenres et non-binaires. Vous proposez des actions artistiques via un label, notamment qui s'appelle Girls Don't Cry. Vous faites aussi des actions de formation, d'accompagnement, de sensibilisation et vous menez aussi des actions d'insertion sociale et professionnelle. Donc, bienvenue Annelise et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Je vais passer maintenant à Marion Delpech, qui est à la fois cofondatrice de PWFM, Actrite et Décoléré, mais aussi d'autres structures, on va le voir. Donc, Marion, tu commences effectivement en 2015 avec le collectif PWFM, qui a pour objectif de mettre en avant les jeunes artistes de musique électronique, avec un webzine, une radio, des événements. Puis, tu vas lancer Provocative Women for Music, qui est un événement qui a pour objectif de créer des binômes, notamment entre des hommes et des femmes, et pour pouvoir proposer des programmations qui soient plus égalitaires. Tu vas notamment proposer un documentaire qui s'appelle La Nuit Venue, on y verra plus clair, sur lequel tu travailles actuellement et que vous pourrez retrouver au printemps 2021. Tu as aussi fondé un collectif qui s'appelle Décoléré, qui propose des réflexions entre des activistes qui viennent de milieux très différents. Donc c'est aussi une action en lien avec tout ça.
Mais surtout, tu as aussi créé aux côtés de Cindy Le Dizès, pardon, j'espère que je prononce bien son nom, le projet Act Right, et on y reviendra également, qui est un label de qualité à destination des professionnels de ce secteur, notamment pour pouvoir créer des milieux festifs qui soient plus safe, plus mixtes et plus inclusifs. Et puis, en dehors de ça, tu agis aussi au sein de Technopole, qui est le réseau de professionnels. Donc, tu permets également, en tant que personne, que membre du conseil d'administration, de porter la voix et ces nouveaux projets à ce niveau-là. Merci également, Marion, d'être présente aujourd'hui. Et je vais terminer par Maud Gary, qui est la cofondatrice de MEWEM. Donc, MEWEM, c'est un programme de mentorat qui est à destination des femmes dans la musique. C'est le premier programme de mentorat sur ce secteur. C'est un programme français, mais aussi européen, et on y reviendra. Et en parallèle de ça, tu travailles au sein du LABA, qui est une association qui a pour objectif de permettre aux industries musicales, culturelles d'être financées notamment et d'avoir des partenariats au niveau international et notamment au niveau européen. Et tu as été pendant 5 ans également la déléguée générale au sein de la FELIN, qui est la Fédération nationale des labels et des distributeurs indépendants. Bref, des parcours hyper riches. Merci encore à toutes les trois de vous être rendues disponibles et d'être avec nous ce soir pour parler de ce secteur qu'on connaît tous, mais finalement qu'on connaît assez peu. Moi, j'ai plein de questions et on va commencer par une première qui va aussi vous permettre de revenir sur vos parcours. Est-ce que vous pouvez nous dire à tour de rôle comment vous vous êtes lancé dans vos aventures respectives et notamment dans vos engagements? L'idée, c'est de voir un petit peu, de voir un peu vos parcours et de voir qu'il n'y a pas un seul parcours dans ce secteur-là. Donc, je ne sais pas qui veut ouvrir le bal de ce sujet. Moi, je veux bien me lancer en première. Et ben voilà. Ouais, bonjour à tout le monde. Merci pour la présentation plus que complète. En effet, je crois qu'on est toutes les trois très actives sur plein de champs, donc c'est long, mais en tout cas, c'est super intéressant. Moi, de mon côté, je suis vraiment dans le secteur des musiques électroniques pures et dures. Pour en venir assez rapidement à l'histoire de la place des femmes sur ce secteur-là, en fait, moi, je n'y faisais pas particulièrement attention au départ, enfin, en tout cas, pas plus que quelqu'un d'autre finalement. Mais pour autant, quand j'étais avec mes potes en soirée, etc., bon, évidemment, ou même dans la vie de tous les jours, je parlais pas mal de féminisme. Mais en fait, je me suis rendu compte il y a seulement 1 an et demi, donc un peu trop tard, que j'appliquais absolument pas à mes événements ce que je disais dans la vie de tous les jours avec mes potes. Donc, j'ai fait un beau fichier Excel, en fait, tout simplement en reprenant toutes mes programmations sur mes événements. Donc, il va y avoir environ entre les petits et les gros événements, environ 150 événements, on va dire. Et donc, le chiffre était assez flagrant. J'avais 83% de mecs pour 17% de meufs. Donc, en fait, je me suis dit, bon, Marion, tu es en train d'embêter tout le monde avec tes histoires de féminisme, mais finalement, tu n'es pas mieux que les autres. Donc, c'est de là d'où est venue l'idée de commencer à plus bosser sur cette question-là. Et donc, après le lancement de la branche Provocative Woman, le documentaire et tout, dont on parlera après. Mais finalement, ça a été un peu un déclic de se dire attends, mais toi, en tant que femme, regarde tes chiffres. Finalement, tu n'es absolument pas à la page non plus et tu ne peux pas embêter les autres tant que toi, tu ne te mets pas non plus sur un bon pied, quoi. Donc, l'idée, c'était déjà de commencer par moi, revoir mon fonctionnement et ensuite, après, essayer de voir avec les autres pour un peu propager ça dans la scène électronique. Voilà, de mon côté. Ok, super. Merci beaucoup. Je ne sais pas, Maud ou Alice, qui veut prendre la suite sur ce sujet. Oui, je peux continuer. En fait, ce qui est intéressant, c'est la prise de conscience à partir de chiffres. Parce que nous, c'était un peu pareil à la Félin. Donc, en gros, moi, ça fait 15 ans que je travaille dans la musique, plutôt musique enregistrée. Et je travaille dans un label, donc un parcours assez classique, administration. Voilà. Et ensuite, j'ai travaillé à la Félin, sachant que la Félin, donc Fédération des labels indépendants, notre mission, c'est vraiment d'accompagner plutôt des entrepreneurs de la musique. Et la prise de conscience, elle vient de chiffres, parce qu'il n'y a pas, enfin, ça fait peu de temps qu'il y a un observatoire, enfin, que les chiffres de genre sont observés dans le milieu de la musique. Et je me souviens avoir été à Toulouse, d'ailleurs, il y a 4 ans, je crois, où il y avait justement les chiffres de genre dans les musiques actuelles. Et là, j'avais été frappée de voir que déjà dans la culture, c'était très inégalitaire. Et puis dans la musique, ça l'était encore plus. C'est-à-dire que les femmes à des postes de direction, les femmes qui fondent ou qui gèrent des structures culturelles et donc des labels sont entre 10 et 20%. Donc à la Félin, comme on faisait des statistiques chaque année, on a décidé d'inclure pareil cette donnée-là dans nos chiffres. Et en fait, sur les 200 adhérents de la Félin, on s'est rendu compte qu'il y avait entre 7 et environ 8% de labels
qui sont gérés ou fondés par des femmes, sachant que parfois il y a en plus des binômes, donc le chiffre est extrêmement bas. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, c'est compliqué parce qu'on se rend compte, mais derrière, il faut passer à l'action. Et là, ensuite, c'est des rencontres. On a été en 2016 en Allemagne, on a fait un voyage un petit peu exploratoire avec le président de la Félin de l'époque, Philippe Couder, et on a rencontré nos homologues allemands, le VT, qui, en fait, depuis 2015, faisait un programme de mentorat non mixte pour les femmes dans les musiques enregistrées. Donc déjà la première fois qu'on rencontrait cette idée de non-mixité aussi, et pourquoi. Et donc ils nous ont expliqué, ben voilà, on a décidé d'agir un peu sur ces chiffres et le mentorat. Donc c'était un peu la première fois qu'on entendait parler de ça. Et après, quand on est revenu en France, on a fait mûrir le projet et on s'est lancé en 2018 sur ce programme de mentorat donc, auquel on a donné un nom anglais, MEWEM, Mentoring for Women in Music Industry, parce que tout de suite, on a monté le projet en partenariat avec les Allemands qui nous ont filé tous les outils, toutes les infos. Et donc, l'idée, c'est vraiment de s'attacher sur les femmes entrepreneuses. Alors, au début, c'était musique enregistrée, puis finalement, on s'est vraiment élargi à tout le champ de la musique de manière générale, musiques actuelles ou pas, à partir du moment où nous, on s'adresse vraiment aux femmes qui portent elles-mêmes un projet. Voilà. Okay. Et merci beaucoup, hyper intéressant. Et du coup, Anne-Lise, si tu veux clore sur ce sujet de la prise de conscience, ou en tout cas de ce qui t'a amené à te lancer avec la petite notamment. Moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le secteur culturel, parce que j'ai été programmatrice pendant 18 ans de spectacles vivants, notamment dans des collectivités territoriales. Et voilà, quand j'ai commencé, j'avais 22 ans, donc j'ai toujours été confrontée au sexisme systémique du secteur. Après, ça a été quand même un long chemin de prise de conscience parce que j'ai été aussi confrontée au déni qui entoure cette question du sexisme encore aujourd'hui dans notre secteur. C'est vrai que voilà, il y a une libération de la parole aujourd'hui, mais moi, quand j'ai commencé ma carrière, c'était quelque chose dont on ne parlait pas. Et c'est quelque chose qui était du coup très peu conscientisé aussi par les victimes, notamment d'agressions sexistes, voire d'agressions sexuelles, qui étaient pourtant extrêmement présentes. Ce qui s'est passé, nous, à la petite, c'est qu'on travaillait déjà sur les questions d'insertion sociale et professionnelle des femmes. Et un peu comme vous toutes, on a fait à un moment le constat que, par contre, dans notre activité de programmation de musique électro, on avait très peu de femmes qui étaient programmées. Donc, on a d'abord fait le choix de faire une programmation paritaire. Et aujourd'hui, on va plus loin de ça, puisqu'on programme uniquement des artistes femmes, trans et non-binaires dans notre programmation. Et ensuite, on a vraiment aussi décidé de passer à l'action pour la transformation des pratiques, puisque le premier rapport de Rennes-Prat, il date de 2006. C'est le rapport qui a permis en fait, à l'ensemble du secteur de conscientiser avec les chiffres l'ampleur des inégalités. Et c'est vrai que depuis ce rapport, il y en a eu encore un deuxième, il y a beaucoup de chiffres qui sortent chaque année, mais que les chiffres ne sont pas bons. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il y ait une prise de conscience liée à ces chiffres, en fait, on ne passe pas à l'action. Donc, nous, ce qu'on a décidé à la petite, c'est vraiment de se mettre en action et de mettre en place un certain nombre d'actions positives que tu as présentées au début, notamment de la formation et de l'accompagnement, pour vraiment œuvrer très concrètement pour l'égalité des genres et pour donner aux personnes vraiment des moyens d'action extrêmement concrets pour se transformer soi et transformer collectivement le secteur. Ok, merci beaucoup en tout cas tous les trois pour ce petit tour. Du coup, la première question, c'est, tu viens très justement de le dire Anne-Lise, au final, la prise de conscience, elle date quand même un petit peu avec des premiers rapports qui datent de 2006-2008, donc on pourrait se dire, on a eu le temps de faire évoluer ce secteur. Pour autant, votre conseil à tous les trois, c'est qu'il y a encore beaucoup de boulot et de chemin à faire. Est-ce qu'il y a des facteurs que vous identifiez qui sont propres, par exemple, au secteur de la musique ou des obstacles qui restent ? Et si oui, lesquels, si on devait rentrer un peu plus dans le détail, qui expliquerait effectivement ces inégalités de genre, mais pas que, dans ce secteur-là. Je reprends comme ça, on est toujours dans un cycle constant. Moi, pour être entourée pas mal de jeunes artistes et notamment de prendre pas mal de témoignages, en tout cas pour se lancer d'un point de vue professionnel, il y a pas mal de facteurs qui rentrent en compte. Déjà, le premier, c'est qu'en général, on ne va pas mettre des machines entre les mains d'une fille. Hein. C'est un truc très genré. Finalement, les filles vont faire de la harpe ou du piano. Ou bref, les instruments ont un genre. Et donc, les garçons vont toucher leur machine dans leur chambre, etc. Mais tes parents, en général, ne vont pas t'enfiler. Donc déjà, c'est le premier truc. En général, on commence un peu plus tard, d'une certaine manière, quand on a des garçons. Bon, évidemment, ce n'est pas
on ne peut pas faire des généralités. Il y a des nanas qui, à 12-13 ans, touchent aux machines. Hein, mais la plupart du temps, c'est plus vers 20 ou 25 ans qu'elles se disent bon, bah, pourquoi pas essayer. Et après, si jamais elles tentent d'essayer, ce qui est tout à fait possible, on fait face en général à énormément de mecs, ce qui est bon, qui n'est pas forcément un problème en soi, mais c'est la manière après dont on peut être accueilli. Et souvent, moi, j'ai pas mal d'artistes qui me disent, si par exemple, elles viennent avec un pote pour faire le soundcheck, donc qui est l'instant avant l'événement, quoi, pour checker que tout aille bien, en général, c'est souvent les techniciens vont dire « Ah, bah, c'est toi qui joues finalement ». Tu as toujours l'automatisme aussi, bon, bah, c'est le mec qui joue, pas la meuf. Donc, il faut avoir quand même pas mal de force et de courage pour pouvoir se lancer. Et c'est un sujet dont je parle régulièrement en ce moment. Parce que ça ressort pas mal, c'est les réseaux sociaux, évidemment aussi, où moi j'ai pas mal de jeunes artistes qui se lancent, qui se retrouvent face à une déferlante de commentaires misogynes en général. Ça peut être des nouvelles artistes comme des artistes confirmés, hein, c'est toujours le même cas. Où finalement il faut quand même pas mal de confiance ou même voire de culot, sans que ce soit un mauvais terme, hein, pour se lancer. Ou sinon il faut avoir une épaule à côté de soi ou quelqu'un quand même qui t'aide, un peu plus âgé, un modèle. Et nous c'est vrai qu'on manque encore pas mal de modèles dans les musiques électroniques. Donc ça fait un peu que tous ces facteurs-là finalement ne te mettent pas forcément en confiance pour démarrer. Et c'est possible, hein, mais voilà, il faut passer après. Tu as pas mal d'obstacles qui ne sont pas forcément les mêmes en effet pour les garçons. Et donc ça met un peu plus de temps, je pense, pour se débloquer d'une certaine manière. Pour la base de la base, en tout cas. Ça marche, merci. Maud ou Annelise, oui, je suis assez d'accord, c'est complexe, il y a plein de paramètres qui jouent. Et il y a pas mal de sociologues qui se sont penchés sur la question, ce que disait Marion sur le genre de l'instrument, on revient de loin, hein, mais pendant longtemps, les femmes ne pouvaient pas jouer de clarinette parce que c'était un instrument qui ne convenait pas aux femmes, etc. En fait, ce qui est assez intriguant, c'est qu'il y a énormément de femmes qui suivent des études pour travailler dans la musique. Et finalement, le milieu de la musique est paritaire dans le sens où les chiffres montrent qu'il y a quand même 50% de femmes et 50% d'hommes qui travaillent. Mais en fait, quand on zoome un peu sur cette population-là, les femmes vont avoir toujours les mêmes postes, plutôt administratifs, plutôt de communication, plutôt juridiques, et sont pas du tout sur les postes de direction ou les postes artistiques. Or, c'est là que se jouent énormément de choses. Donc, ce sont des postes qui sont très masculins encore et qui se transmettent aussi plutôt pour les hommes, donc qui est un peu centré sur la partie sur les hommes. Et il y a aussi un autre facteur qui est très étonnant, qui s'explique, mais je ne sais pas comment, sur le fait que la pratique musicale, dans les écoles de musique et dans les conservatoires, il est démontré qu'il y a beaucoup de filles qui jouent, mais au bout d'un moment, elles vont décrocher. Donc, elles vont décrocher de la pratique accompagnée à la pratique autonome. C'est-à-dire qu'on a observé un décrochage à partir du moment où on passe dans les salles de répétition. Là, les femmes disparaissent. Donc, ça s'explique aussi, Annelise, tu dois beaucoup mieux connaître ce sujet que moi aussi, parce que là, on parle plutôt des artistes, là où nous, on s'est plutôt attaché à ce qui se passe dans les coulisses, mais tout ça, c'est extrêmement lié. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les femmes s'évaporent, et c'est parce que, le milieu est, alors, misogyne, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais en tout cas, est surtout adapté pour les hommes. Donc, surtout adapté pour les hommes sur certains postes, et puis aussi au bout d'un certain âge. C'est-à-dire qu'à partir de 30-35 ans, il y a beaucoup moins de femmes dans la musique, là où les hommes ils vont continuer à être salariés, avoir des postes jusqu'à 50, faire toute leur carrière dedans. Donc il y a aussi ce décrochage-là qui est peut-être lié à la maternité. Mais voilà, c'est complexe. Après, comme on revient de loin, il y a quand même un espoir, on avance doucement. Et il y a plusieurs barrières qu'on va faire tomber au fur et à mesure. Et pour moi, il y a deux discriminations. Là, il y a les discriminations professionnelles et puis il y a les discriminations plutôt sexistes. Donc nous, à MEWEM, on s'occupe des discriminations professionnelles, mais évidemment que les discriminations sexistes doivent être résolues, ou en tout cas, il faut aussi avancer là-dessus. Ok, super. Et du coup, Annelise, si tu as des éléments à ajouter sur ton analyse sur ces facteurs. Pour compléter par rapport à ce que vous venez de dire, notamment sur la disparition progressive des femmes, notamment après 30 ans, dans le secteur culturel au sens large. D'ailleurs, moi, il y a un chiffre que j'aime bien citer en ce moment, c'est qu'au niveau de la France entière, c'est 8% des femmes de plus de 50 ans qui n'ont pas d'enfants. Et si on prend les professionnels de la culture et les artistes, c'est 58% des femmes de 50 ans qui n'ont pas d'enfants.
Donc, je pense que ce chiffre, il est extrêmement explicite. Ah ouais. C'est flagrant, ouais. Voilà, moi, c'est un chiffre qui m'a extrêmement choquée quand je l'ai entendu il y a pas longtemps et qui, en même temps, a éclairé voilà, beaucoup de choses. Donc, parmi les freins à l'insertion et surtout au maintien des femmes dans la carrière, on peut voir cette question de l'articulation vie pro, vie perso, qui est liée d'une part à du travail en temps décalé, du travail le soir, etc., et aussi au départ en tournée, et puis à la culpabilisation extrêmement forte qu'il peut y avoir de la part de l'entourage à n'importe quelle femme qui choisit une carrière artistique ou culturelle, où tout le monde va lui dire mais comment tu fais avec des enfants, ah bon, tu pars en tournée, etc. Et toute cette question de la conciliation vie pro, vie perso, effectivement, est extrêmement compliquée. Un autre truc sur lequel moi j'avais envie de mettre l'accent, c'est effectivement aussi les réseaux de cooptation, puisque notamment dans la musique, puisque tous les postes à responsabilité sont occupés par des hommes, effectivement, on a des réseaux de cooptation qui sont spécifiquement masculins, que ce soit au niveau des artistes ou au niveau des professionnels. Et ensuite, une autre question qui est extrêmement médiatisée en ce moment à juste titre, c'est quand même la question des violences sexistes et sexuelles. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement qui est hostile et un environnement qui est construit à ce qu'on appelle le masculin neutre, c'est-à-dire qui est fait en fait pour faciliter la vie des hommes, mais pas spécialement celle des femmes. Donc il y a toute cette question en fait de réseaux de cooptation et de violence, d'ambiance en fait de violence sexiste et sexuelle forte, qui va détruire peu à peu le sentiment de légitimité ou le sentiment de confiance en soi, très souvent des femmes. C'est-à-dire qu'on va dire les femmes n'ont pas confiance en elles, il faut qu'elles travaillent sur leur confiance en elles. Sauf que effectivement, le fait que les femmes aient moins confiance en elles, c'est aussi quelque chose qui se construit peu à peu. Quand elles sont 60% en école d'art et qu'ensuite il n'y en a plus que 20% qui sont visibles sur les scènes, etc., c'est quand même qu'il y a un processus qui est à l'œuvre et que ce processus ne facilite pas leur intégration, voire leur empêche l'intégration. Donc on a vraiment toute cette question du sentiment de légitimité qui vient peu à peu être attaqué et être remis en question, et où il y a un énorme travail à faire, en fait, de conscientisation de ces freins spécifiques. Parce que le truc qui fait du bien dans une approche féministe, c'est de sortir de c'est moi le problème. C'est le moment où on commence à rechercher des causes structurelles à des expériences individuelles afin de déboucher sur des solutions d'ordre collectif. Et le moment où n'importe quelle femme, et je pense qu'on en fait partie et qu'on l'a dit dans la façon dont on a présenté notre parcours, à partir du moment où on a ce processus de conscientisation qui se met en place et qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul et que c'est des freins systémiques, les freins qu'on rencontre, là on peut commencer effectivement, à la fois sur le plan individuel et sur le plan collectif, à se mettre en action. Et ça me permet d'avoir de la transition toute trouvée justement pour ma question, plus spécifiquement sur l'action de la petite notamment. Est-ce que tu peux nous donner des exemples sur ce que vous faites, puisque c'est typiquement le sujet sur lequel vous travaillez, un peu concret par exemple, pour pouvoir montrer un peu l'envers du décor et tout ce que vous faites notamment sur ce sujet-là. Nous, le choix qu'on a fait, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment celui de l'action positive, c'est-à-dire de proposer des outils pour agir sur la transformation du secteur. C'est des outils qui sont issus de l'éducation populaire, qui sont issus du militantisme féministe et qui sont aussi issus de l'intelligence collective, parce que l'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est de permettre aux femmes, aux personnes trans et aux personnes non-binaires à la fois de conscientiser, donc ça c'est vraiment donner des chiffres, sensibiliser, donner des éléments, expliquer les mécanismes, parce qu'on est vraiment dans une mécanique sexiste et que cette mécanique, il faut la comprendre et l'identifier pour pouvoir ensuite commencer à agir dessus. Et ensuite, on va également partager des moyens d'action. Là, on a choisi, nous, comme moyen à la fois la formation et à la fois l'accompagnement des établissements et des entreprises culturelles. Sur la formation, on a notamment, je vais donner cet exemple-là, une formation qui est emblématique de notre travail, puisque c'est la première qu'on a mis en place il y a 4 ans, qui s'appelle Artistes et féministes, outils et méthodes pour développer sa carrière.
où là, on va ouvrir cette année la 5e promotion de cette formation. Donc, il y a déjà une 50aine d'artistes femmes qui ont eu l'occasion d'y participer. Ça, c'est une formation qui dure 107 heures et qui va agir sur exactement tous les freins qu'on était en train collectivement d'identifier tout à l'heure. Il va y avoir des modules sur renforcer sa légitimité professionnelle, savoir se présenter, parler de soi et de son travail artistique. Il va y avoir des modules sur l'intégration dans les réseaux professionnels. Et aussi, derrière cette formation, il y a l'objectif de faciliter la création de réseaux professionnels spécifiquement féminins. Et on parle beaucoup des réseaux existants, on parle notamment du réseau She Said So, et puis il y a aussi un encouragement aux femmes qui suivent cette formation de se mettre en réseau, et ça marche, et c'est ce qu'elles font. Il y a également des modules sur la compréhension de l'environnement professionnel, sur la diffusion, etc. Et il y a beaucoup de choses aussi sur réagir face aux préjugés et aux stéréotypes sexistes de la filière, c'est-à-dire prendre conscience des inégalités, identifier les freins au développement des carrières et surtout construire des stratégies pour répondre au sexisme et pour savoir, en fait, il y a tout un travail d'autodéfense autour de comment on répond et comment on met en place, nous aussi, des stratégies de réponse. Et ensuite, il y a tout le travail aussi qui est assez important sur l'articulation des temps de vie et également tout ce qui est évaluer et valoriser le coût de ses prestations, oser parler d'argent, voilà, tout ce qui va être, en fait, s'affirmer, prendre sa place et oser tout bêtement assumer ses choix. Donc ça, je parle de cette formation parce que c'est une formation emblématique, il y en a beaucoup d'autres. Et l'autre jour, je discutais avec une ancienne stagiaire qui m'a dit depuis la formation de la petite, sincèrement, j'ai plus peur de grand-chose. Et ça, elle s'appelle Marie, cette participante, et je lui rends hommage. Là, c'était quelque chose d'important pour nous. Ensuite, on met en place des choses beaucoup plus collectives, dans le sens où on va accompagner en fait les établissements culturels et les entreprises sur la transformation de leurs pratiques pour plus d'égalité. Donc là, ça va être vraiment des accompagnements sur 3 jours, 4 jours, où en équipe entière, on va vraiment mettre en action un certain nombre de leviers pour déjà partager un diagnostic, regarder vraiment l'ensemble de la structure en chaussant les lunettes du genre et prioriser en fait avec les personnes qui font partie de ces structures les actions qu'elles vont pouvoir mettre en œuvre, à la fois en interne, dans leur gouvernance, dans leur modalité managériale, etc., et à la fois en externe, tout ce qu'on connaît, qui va être la communication, la programmation, etc. Mais c'est vraiment, je trouve que ce qui est important de souligner, c'est que si on veut travailler sur les questions d'égalité professionnelle et des questions d'égalité dans la musique, effectivement, on est obligé dans une approche à la fois individuelle et collective. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais transformer moi dans ma pratique quotidienne et qu'est-ce que la structure va pouvoir transformer au niveau structurel pour avancer. Et après, un dernier volet qu'on développe de plus en plus en ce moment, c'est tout ce qui est prévention et lutte contre les violences sexistes et sexuelles, notamment au milieu festif. Où là, je voulais parler quand même rapidement d'un projet aussi qu'on a mis en place avec le collectif HF en Occitanie. Donc, on met en place une permanence d'accueil des victimes de violences sexistes et sexuelles dans le secteur. Cette permanence va ouvrir en février et on sera 6 écoutantes bénévoles. Et on s'est formé là pendant 5 jours avec un psy Yoram Krakowski, qui est spécialiste du psychotrauma, et Laure Ateya, donc ma collègue de la petite. Ils ont co-conçu ensemble cette formation qui va nous permettre en fait à la fois de comprendre tous les mécanismes des violences et de pouvoir apporter un premier niveau d'accueil et d'information aux femmes et aux personnes trans et non-binaires qui sont victimes de violences dans le secteur. Ok, super. On voit que votre action est hyper complète et on reviendra sur cette question effectivement spécifique de la violence parce que je pense qu'il y a un vrai sujet. Mais du coup, si on reste un peu sur l'égalité professionnelle notamment, là, je m'adresserai plutôt à toi, Maud et Marion, enfin à vous, pardon, du coup, Maud et Marion, plutôt sur un volet de représentation, notamment Maud, si tu peux nous expliquer un peu en quoi le mentorat aussi, c'est une manière de lier des femmes, de créer des rôles modèles, enfin ce genre de choses, nous en dire un peu plus sur Mewem. Si Maud, tu veux commencer là-dessus, sur oui. le mentorat. Alors, en fait, Mewem part du constat que les femmes, elles ont des projets, elles ont des idées, mais elles ont peur ou elles n'osent pas. Et donc, le programme, il est construit sur 3 piliers. Sur le fait, donc on sélectionne 12 jeunes femmes qui portent des projets, enfin jeunes ou moins jeunes, mais qui ont des jeunes projets. Et on va les mettre en binôme avec des mentors. Et donc, les mentors, ce sont des femmes qui ont de l'expérience dans l'industrie musicale et qui sont en effet des modèles de réussite.
Donc, le premier pilier, c'est de créer des binômes et de permettre à ces binômes d'échanger et d'apprendre de pair à pair, en fait. Et pour les juniors, de s'identifier aux seniors. Le deuxième pilier, ce sont des ateliers qu'on va faire une fois par mois. Alors, c'est beaucoup moins poussé que ce que va proposer, par exemple, la petite, mais on va y aborder des sujets de connaissances plutôt approfondies sur l'industrie musicale et aussi de développement personnel, apprendre à pitcher. Donc là, on travaille encore sur la posture des entrepreneuses. Et le troisième pilier, en fait, on s'en est rendu compte au bout de 2 années d'existence, c'est le réseau. C'est le réseau que les mentors apportent aux juniors, aux jeunes entrepreneuses. Et c'est aussi le réseau de toutes les organisations, par exemple de la Félin, du LABA, de Shisetsu, un peu cette histoire cette idée de méta-réseau, puisque, comme disait Annelise tout à l'heure, en fait, la cooptation est essentielle. Les femmes qui portent un projet, il faut qu'elles fassent du business développement, en fait, c'est très concret. Et pour faire ça, il faut qu'elles soient cooptées ou il faut qu'elles rencontrent des personnes. Et je pense que ça, c'est une prise de conscience qui est aussi un peu récente sur le fait de s'assumer sur des réseaux aussi non mixtes ou de dire, puisque tu es une femme, puisque tu fais partie de tel réseau, viens discuter ensemble. La première année, en fait, de MEWEM, chaque binôme était un petit peu... travailler dans son coin, mais on n'avait pas saisi l'importance aussi de connecter les différentes mentors, les 12 mentors avec les 12 mentorés. Donc, on a ajusté notre programme les années qui ont suivi et on a fait pitcher les participants dès le départ. C'est-à-dire, comme ça, tout le monde voit dès le départ. Donc, le programme, il dure 6 mois. Dès le départ, on sait, telle personne, elle fait de la synchro. Telle personne, elle est plutôt label. Telle personne. Et donc, ensuite, assumer, être opportuniste. On a une de nos mentors, la Juliette Metz, qui disait n'ayez pas peur d'être opportuniste. Donc ça, c'est génial parce que jusqu'à présent, on n'ose pas, on se dit, ah ouais, mais je ne suis pas légitime, etc. Et en fait, là où je veux, moi, rendre un peu hommage, c'est aux mentors, parce que donc, ce sont 12 femmes bénévoles qui donc sont OK pour donner un peu de leur temps, pour accompagner une jeune entrepreneuse. Et c'est vraiment les trésors du programme, quoi. Puisque au début, on s'est dit, bon, on va avoir du mal. Déjà, il n'y en a pas beaucoup. Mine de rien, il fallait travailler de bouche à oreille. Mais on s'est dit, elles vont devoir dédier du temps. Déjà qu'elles sont overbookées, elles ont toutes des carrières incroyables. Et en fait, toutes ont dit, mais oui, moi, j'ai envie de participer à ça. Et en fait, on se rend compte aussi en faisant nos évaluations qu'elles apprennent énormément des juniors. Donc, pour résumer, finalement, MEWEM, nous, c'est une relation à 3, c'est-à-dire il y a l'organisation, nous, qui l'organisons, mais ensuite, on laisse vivre les personnes entre elles, et c'est là que se font finalement les choses les plus efficaces, quelque part. Et donc, pour finir sur la question du non-mixte, parce que parmi nos mentors, on avait des femmes qui disaient, oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas des mentors hommes ? Et en fait, on s'est rendu compte que l'espace non-mixte permet l'auto-émancipation et que le non-mixte vient avec le mixte. Ce n'est pas non-mixte ou mixte, c'est une étape non-mixte. Donc, les mentors femmes, leur réseau, etc. On se renforce professionnellement, on aiguise notre discours et ensuite, on va dans le grand bain, j'ai envie de dire, mais en étant vachement plus sûr de soi. Donc, pour moi, ce que j'ai réalisé, c'est vraiment le non-mixte est la première marche, mais ultra nécessaire pour renforcer et puis pour travailler un peu sur tous ces trucs qui nous traversent finalement en tant que femmes, encore plus dans la musique. Ok, super. Merci beaucoup. Marion, peut-être que tu peux aussi nous éclairer un peu sur... On a pas mal parlé de représentation notamment, et tu m'avais dit des choses assez intéressantes. Et parmi tous tes projets, il y en a beaucoup qui traitent de ce sujet-là et peut-être des liens, ou en tout cas sur comment est-ce que toi aussi, avec... que ce soit, enfin, pas forcément avec Tribe, mais en tout cas des Colérés, Provocative Women for Music, enfin tout ce que vous faites un peu qui va dans ce sens-là et notamment sur cet angle-là. Quand tu parles de représentation, donc on en revient aussi aux questions de visibilité et de programmation ou... Je trouve que c'est un peu aussi sur... on avait évoqué notamment tout ensemble, et c'est ce qu'on voit aussi dans vos réponses, c'est que ça prend toute la chaîne de valeur, en fait, de la représentation de la personne, du public, jusqu'à la représentation sur scène, puis la représentation en off. Et donc voilà, peut-être que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe de ton côté, mais... je vais rebondir justement sur la non-mixité, etc., parce que j'anticipais aussi la question de la programmation. Et c'est vrai que je pense en effet que les espaces non-mix sont indispensables pour se lancer ou tout du moins s'entraîner. C'est vrai que moi, j'entends souvent des
des filles qui viennent me dire qu'elles sont beaucoup plus à l'aise, hein, tout simplement. D'ailleurs, j'en profite pour faire un peu de pub pour un nouveau groupe Facebook qui s'appelle Venus Club, mais qui est autour de jeunes femmes DJ qui veulent se lancer. Donc là, en ce moment, elles font des visios entre elles, etc. Donc je me dis qu'il doit y avoir des nanas comme ça qui nous écoutent. Donc je leur conseille d'aller checker. Sinon, passer ça. Après, je pense que oui, en plus en ce moment, c'est un peu la période, on va pas se mentir, on n'a que des live streams, etc. Nous, avec Provocative Women for Music, au départ, le but, c'était de faire des événements paritaires. C'est vrai qu'on s'est pas mal posé la question de la non-mixité, de la programmation. Moi, j'avoue que j'ai pas voulu, tendre le bâton pour me faire battre. Je me suis dit, je vais faire de la mixité partout et comme ça, on ne pourra pas venir. Enfin, j'aurai pas des mecs qui viendront me dire, non, mais là, finalement, les filles, vous faites pareil que les garçons, etc., etc. Par contre, j'ai inversé un peu le rapport de force, moi, en bookant les filles, qu'elles soient DJ, photographe ou VJ. Et après, c'était elle qui décidait avec quel garçon elle voulait travailler et donc travailler en binôme. Donc finalement, les filles gardaient un peu le pouvoir d'une certaine manière. Et puis, je trouvais ça marrant d'inverser un peu le truc. Ouais. Et par contre, voilà, j'étais à 50-50 partout. Après, en effet, ça pose la question des quotas, notamment, qui est une question qui revient régulièrement. Est-ce qu'il faut les imposer, pas les imposer? J'en parle aussi avec beaucoup de personnes. Bon, moi, de mon point de vue personnel, je serais pour les imposer. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, je pense qu'il faut passer par cette période-là, finalement. Il y a des gens qui... voilà. Moi, je pense qu'on est obligé de se taper peut-être 5-10 ans de quotas. C'est chiant, mais malheureusement, en fait, tant que la balance ne sera pas rééquilibrée naturellement, et puisqu'on voit bien que ça n'arrive pas naturellement, je pense qu'on est obligé de le faire. C'est vrai que moi, souvent, ce qu'on vient me dire, c'est... non, mais Marion, dans ce cas-là, en fait, on perd de la qualité en mettant une nana en plus sur le line-up. Souvent, quand on vient me dire ça, en plus, c'est des programmations où il y a 4 ou 5 artistes. Donc, je leur dis, non, mais sur 5 artistes, tu ne vas pas me dire que tu ne peux pas mettre 2 filles et tu ne vas pas perdre en qualité, quoi qu'il en soit. Je pense que c'est plutôt la peur de changer. C'est comme tout. Hein, en effet, changer sa manière de fonctionner ou de faire sa programmation, ça demande un process et ce n'est pas forcément évident. Je pense qu'en effet, on est un peu obligé de passer par l'obligation. Est-ce qu'elle va arriver un jour? Voilà, c'est des questions pour l'instant, le ministère, notamment. Moi, voilà, il y a la question, est-ce qu'il faudrait que le ministère l'impose? Est-ce qu'après, derrière, il faudrait mettre peut-être des bonus quand les festivals l'ont bien suivi ou des malus quand ce n'est pas fait? Bon, c'est vrai que ça ouvre plein de questions et je crois que personne n'a la réponse exacte pour l'instant. Pour autant, je crois que le public il fait de plus en plus attention maintenant. J'ai l'impression que quand on voit des programmations 100% masculines et 100% blanches, ça fait de plus en plus réagir sur les réseaux. Donc, est-ce que, même si peut-être il y a des personnes qui ne voudront pas commencer à travailler sur ces questions-là, je pense qu'ils vont être obligés, quoi qu'il en soit, s'ils veulent continuer à vendre des billets. Donc, est-ce que c'est la bonne manière? Et évidemment, on préférait que ça vienne de soi-même. Mais écoute, si les gens sont obligés de le faire, finalement, tant qu'au bout d'un moment, ça leur pose la question, c'est déjà un début. Ouais. Donc, je pense que ça bouge quand même pas mal et que ça devient de plus en plus flagrant. Et on le voit pas mal sur les réseaux, hein, les photos maintenant où c'est que des mecs pour représenter un label ou un collectif ou j'en sais rien. En général, là, tu as de plus en plus de nanas maintenant qui ouvrent aussi leur gueule d'une certaine manière en disant non mais là vous voyez bien, vous êtes 50 mecs sur une photo, c'est pas possible en fait. Donc je pense que voilà, on prend plus la parole aussi et petit à petit ça commence à changer et les programmateurs et programmatrices aussi font de plus en plus attention. Donc j'espère en tout cas pour la reprise, ça va être en effet un élément qui sera plus mis sur le côté. Bon, on verra ça plus tard, quoi. Je crois que là, c'est à l'heure du jour, en tout cas. Je pense qu'en tout cas, c'est un sujet hyper important pour notamment l'identification des publics. Parce que quand tu as des jeunes filles qui font de la musique, qui vont à un festival où elles voient que des mecs sur scène, eh ben, elles ne s'identifient pas. Évidemment, il n'y a pas que ça, mais ça reste très puissant. Et quand tu vois une femme qui est batteuse, une femme qui est guitariste, toi, tu ressors de ton concert, tu as 12 ans, 15 ans, et tu te dis, je peux le faire aussi. Voilà. Et quand tu verras 98% des mecs sur scène, je parle de ce chiffre parce que c'est Hellfest, hein, c'est 2% de femmes. Donc, c'est le pire en termes de présence de femmes sur scène. Forcément, tu as du mal aussi derrière à te dire, c'est possible. Ouais, en effet, souvent ça revient, oui, moi j'ai souvent des retours comme ça, mais en fait, moi je suis pas capable de le faire en fait. Mais c'est vrai que si t'as pas, comme quand tu as 12 ans et que tu mets ton poster de je sais pas qui dans ta chambre finalement, mais je pense qu'il faut ça aussi, oui. Ça vient, on commence à avoir de plus en plus de femmes au top et qu'on voit de plus en plus tourner, etc. Mais c'est important qu'on ait plus de superstars d'une certaine manière en fait, qui soient vraiment... Même grand public, hein, c'est pas péjoratif, mais te dire dès le plus jeune âge, ok, elle le fait, moi je peux le faire. Mais ça commence à venir quand même. On voit de plus en plus de gros headliners, de grosses têtes d'affiche, mais c'est encore un peu lent. Mais bon. Ouais, puis j'ai envie de rajouter que c'est important que ce ne soit pas que des superstars aussi. C'est important qu'il y ait des musiciennes, des professionnels juste basiques en fait, qui vivent de ça,
voilà, bien, sans pour autant être hyper visible et que voilà, si on veut te projeter pour être une femme de science, il y a d'autres choix qu'être Marie Curie. Et si on veut se projeter dans une carrière musicale, il y a d'autres choix qu'être Beyoncé. Il y a aussi tout simplement des métiers du quotidien et il y a aussi vivre de ça de manière très, voilà, beaucoup plus modeste. Mais les rôles modèles, pour moi, ils sont partout. Ils sont aussi aux endroits, voilà, beaucoup moins peut-être médiatiques ou valorisés. Et ce que je trouve important aussi, c'est qu'est-ce qui est raconté aussi dans la musique. Alors, il n'y a pas que de la musique avec des paroles, mais la musique, elle a une très grande force symbolique. Et tout ça, ça modèle nos représentations sociales. Et on a besoin aussi, dans la musique et dans les autres arts, et dans les industries culturelles et créatives qui ont une puissance énorme au niveau mondial, de la voix des femmes, des personnes trans, des personnes non-binaires et de toutes les personnes minorisées pour nous raconter le monde, parce que sinon on se laisse raconter le monde par les hommes blancs de plus de 50 ans. Et à un moment, c'est une perte pour tout le monde en fait, hein, en termes d'imaginaire, de créativité, de capacité à penser les choses différemment et à regarder le monde avec les yeux des autres aussi. Ben, totalement, on ne pouvait pas mieux clore ce sujet de représentation par... Et pour rajouter un petit point, je suis désolée, mais je venais d'y penser pendant qu'Alice parlait. Il y a aussi un gros truc au niveau de la presse, quoi qu'il en soit, enfin de gagner en visibilité au niveau de la presse, d'avoir plus de couverture avec des femmes, d'avoir plus d'articles autour de sorties de femmes, etc. Mais la presse est aussi majoritairement masculine, donc c'est vrai qu'on met régulièrement ses potes. Mais ça rejoint aussi ça, quoi. Il y a aussi tout un travail à faire là-dessus. Et alors ça, je ne sais pas pour les quotas dans la presse et tout, c'est une autre histoire, mais c'est important de continuer à avoir même des articles, des images, les mettre en streaming, enfin bref, avoir des nanas partout, quoi, finalement. Voilà. Jolie idée. Je voulais aborder avec vous aussi un autre sujet qui est en lien avec le fait de se lancer, notamment dans ce milieu-là. On a souvent la question du financement qui revient dans beaucoup de secteurs et je pense que c'est un peu la même chose au niveau du secteur-là. Je sais que notamment Maud, vous œuvrez là-dessus. Comment est-ce que déjà vous, à titre personnel, vous vous y retrouvez? Vous avez toutes les trois des postes très différents, des structures très différentes. Et à votre avis, comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que ce soit moins une barrière, en tout cas à l'entrée, et que voilà, chacune puisse monter un modèle dans lequel elle s'y retrouve? Déjà, moi, il me semble que... Vas-y, peut-être, Maud. Non, mais alors, là aussi, c'est complexe. Là aussi, il y a beaucoup de paramètres. Et en fait, donc nous, là-bas, on travaille sur la question des femmes entrepreneuses. Et en effet, la question du financement des projets des femmes entrepreneuses dans la culture est un grand sujet. Parce qu'à partir du moment où c'est une femme qui est soit à la tête d'une direction de salle, soit à la tête d'un label. Il y a le chiffre d'ailleurs qui vient de MASPHERE de Toulouse où il était indiqué que sur les structures culturelles financées par le ministère de la Culture, les femmes qui étaient à la tête des structures avaient des budgets 40% moindres que les budgets gérés par les hommes. Donc ça, c'est un peu voilà, c'est quelque chose qui se perpétue. Et en fait, sur le financement des projets portés par les femmes, il faut aussi s'attaquer à l'entourage, c'est-à-dire les banquiers, ceux qui ont les cordons de la bourse. Et notamment une de nos mentors, Clotilde Chalot, qui a un projet dans la musique classique de start-up, puisqu'elle a une application, elle a développé une application qu'elle a déployée partout dans le monde. Et donc elle fait partie de ces 7% de start-up gérées par des femmes qui ont réussi à lever des fonds. Non, le vrai chiffre, c'est sur 100% de fonds levés par des startups, 7% sont des fonds gérés par des femmes. Et donc, elle disait qu'elle, quand elle va voir un banquier, elle sait que le fait d'être une femme, elle va devoir argumenter différemment. Donc, les hommes ont des a priori. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est que souvent, les subventionneurs qui subventionnent plus les femmes sont eux-mêmes des femmes. C'est-à-dire les fonds privés ou publics qui vont plus aider les femmes. Donc, c'est le principe de synchronisation. Donc, nous, à MEWEM, on a mis depuis 3 ans un atelier sur négocier, apprendre à négocier. Donc, on fait voilà, des cas, etc. C'est bien, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire, Clotilde Chalot, elle a un bagou d'enfer, donc elle a négocié, elle s'est levée de l'argent et elle est un modèle de réussite. Mais en fait, il faut aussi travailler sur les autres, sur l'entourage, en fait, et aller sensibiliser, aller montrer les chiffres. Et juste, je terminerai par moi une initiative qui me paraît super. J'ai lu récemment que la municipalité de Lyon
allait appliquer des budgets genrés. Donc pour l'instant, ils l'appliquent au sport et à je ne sais plus quoi, c'est-à-dire qu'ils vont, comme disait Annelise tout à l'heure, chausser les lunettes de genre et à chaque fois qu'ils vont octroyer des financements publics, ils vont mettre des indicateurs en face pour voir si, oui ou non, les femmes sont lésées par ce budget. Et l'exemple qu'ils donnent, c'est le club de foot. Donc le club de foot masculin, la ville de Lyon donne depuis des années et des années, achète énormément de billets pour aller observer les matchs de foot, alors que le club de foot féminin, ils achetaient quasiment aucun, enfin très peu. Et donc maintenant, hop, ils vont rééquilibrer. Il y aura autant d'argent dépensé sur les tickets de matchs de foot de l'équipe féminine que le match de foot de l'équipe masculine. Donc ça, c'est super et je pense que c'est aussi des exemples qu'il faut observer, éventuellement mettre un coup de projecteur dessus et puis disséminer. Donc nous, clairement, ça va être un de nos travails, de travailler là-dessus, quoi. Ok, super. Annie, je crois que tu allais parler aussi. Et je pense que si tu as des éléments à nous partager là-dessus. Oui, pour partager un chiffre, notamment, encore une fois, hein, c'est si on regarde les chiffres du ministère de la Culture en 2018, 27% des moyens de production globaux qui ont été distribués sur le spectacle vivant par les structures du ministère de la Culture et le ministère lui-même, c'est seulement 27% des moyens de production qui sont alloués aux femmes. Ça veut dire qu'il y a 73% du montant total de moyens de production sur des nouveaux spectacles, des nouvelles propositions qui sont, je dirais, trustés par des équipes qui sont dirigées par des hommes. Donc ça, effectivement, c'est juste un constat et c'est quelque chose qui n'a pas bougé, en gros, hein, sur les 10-15 dernières années, depuis les premiers rapports qui ont pris en compte ça. Après, nous, ce qu'on constate avec les femmes avec qui on travaille dans toutes nos formations, que ce soit des professionnels de différents, des directrices, des chargés de prod, des artistes, c'est vraiment qu'il y a effectivement une difficulté à négocier, à évaluer le coût de ces prestations et très souvent une sous-estimation de ce qu'on vaut sur le marché du travail et de ce que peut valoir une prestation qu'on propose. Donc, je pense qu'il y a un travail aussi à faire par rapport à ça. Et qu'en fait, on se rend très bien compte que les écarts de salaire sont extrêmement importants parce qu'en fait, petit à petit, hein, quand on avance dans la carrière, puisqu'aujourd'hui, si on regarde les salaires dans notre secteur, hein, des femmes de 23-24 ans et des hommes de 23-24 ans, c'est le même niveau. Par contre, on a des inégalités qui se creusent peu à peu parce qu'en fait, les femmes vont moins demander d'augmentation, vont avoir aussi des ruptures de carrière dues notamment au fait d'avoir des enfants qui vont faire qu'à chaque fois, ça va les faire retarder. Et donc, l'écart de salaire, autant on est sur une égalité vers 23-24 ans, et autant plus on avance en âge et plus il y a un écart qui se creuse effectivement de plus en plus. Et c'est un sujet sur lequel, si on ne met pas en place effectivement à la fois l'égale conditionnalité pour les structures qui dépendent du ministère de la Culture, parce que le ministère peut le faire, donc cette égale conditionnalité, pour moi, elle est un vrai outil. Et ça veut dire qu'en même temps, c'est aussi renforcer les femmes dans leur capacité, à négocier. Et pour moi, c'est également toute la question de savoir défendre nos budgets, parce qu'effectivement, quand on est sans cesse interrompu dans un rendez-vous, quand on est sans cesse décrédibilisé, quand on est sans cesse ramené à notre apparence physique ou ramené à des choses très anecdotiques sur notre vie quotidienne, etc. Et ça arrive tout le temps en rendez-vous. C'est aussi en rendez-vous de négociation financière. Hein. Voilà, c'est aussi savoir, comme tu disais, Maud, par rapport à Clotilde Chalot, qui est un super modèle par rapport à ça, c'est qu'il faut aussi oser reprendre la parole, reprendre la main et revenir. Non, mais aujourd'hui, je suis venue vous parler de mon projet. Et c'est de mon projet que je vous parle, parce que dans combien de rendez-vous on sort et on n'a juste pas pu parler de ce pourquoi on est venu. Et ça arrive vraiment beaucoup moins des hommes, en fait. Ok, super. J'étais par un petit point. C'est vrai que quand j'ai lu la question, en vrai, mais question qui est tout à fait pertinente, évidemment, j'ai réfléchi. Et puis, en fait, nous, c'est vrai qu'en tout cas, dans les musiques électroniques, on a absolument pas de chiffres, nous. Alors, c'est vrai qu'on a l'Observatoire égalité hommes-femmes, femmes-hommes même, mais où les chiffres, en tout cas, celui de l'année dernière, était vraiment concentré sur le jazz et que la musique classique. Donc nous, c'est vrai qu'en tout cas, notamment avec Cindy, donc dans Act Right, c'est une grosse question qu'on se pose depuis un bout de temps en se disant non mais ok, mais on n'a rien pour objectiver, parce que je sais qu'Annelise aime bien ce verbe-là. Concrètement, on n'a pas de chiffres.
moi, de prime abord, je dirais que je ne pense pas qu'il y ait une différence de cachet, par exemple, entre une femme et un homme dans la musique électronique, ou en tout cas, je ne le ressens pas particulièrement. Je crois qu'en vrai, il n'y a pas trop… c'est à peu près équilibré. Puis de toute façon, les cachets, en vrai, vu que tu peux les changer entre chaque organisateur, etc., c'est compliqué de faire un vrai barème. Ceci dit, justement, nous, on est en train d'en discuter avec le ministère pour faire une réelle étude autour de la place des femmes et des personnes non binaires dans les musiques électroniques qui serait couplée à une autre étude autour des musiques électroniques, mais de manière plus large. On a très peu de ressources sur les musiques électroniques. En fait, on est très peu documenté. On est encore un peu en retard là-dessus, mais bon, c'est le moment de le faire. Et donc, de prendre bien l'année 2020, justement, pour avoir de réels chiffres, où là, on pourra correctement te répondre et te dire, bon, en effet, il y a peut-être un écart dans les subventions, etc. Mais pour l'instant, nous, c'est vrai qu'en fait, on n'a que ce qu'on nous rapporte comme information, quoi, mais rien de concret, rien de très large. Donc, en tout cas, ouais, c'est quelque chose sur lequel nous, on bosse pour 2021 et avoir une réelle étude avec tous les chiffres clés en main, quoi. On refait la même en 2021 et tu nous diras à ce moment-là. Avec plaisir. Je vois que l'heure tourne beaucoup, mais bon, il fallait quand même qu'on revienne très rapidement, au moins sur les violences sexistes et sexuelles. En plus, Mediapart vient de publier un témoignage, en tout cas toute une enquête sur ce sujet-là. Donc, je pense qu'on peut clore là-dessus, même si ce n'est pas forcément le sujet le plus joyeux, mais en tout cas, il est nécessaire. Quels sont vos retours là-dessus? Je pense à toi, notamment Marion, avec ActRight. On n'a pas eu le temps d'en parler. Et surtout ce que vous faites. Anis nous a donné quelques éléments. En tout cas, quel est votre ressenti? Ce sera un petit peu ma dernière grande question ouverte. Après, on prendra les questions du public, mais sur ce sujet qui est hyper brûlant. Comment vous l'expliquez, ce retard aussi par rapport à MeToo et MusicToo notamment, qui est arrivé avec 2 ou 3 ans de retard. Enfin, voilà, comment est-ce que vous l'analysez et qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour justement construire un milieu festif et un milieu musical qui soit plus safe, aussi bien pour les femmes, les trans, etc. Bon, je vais pas répéter plus ou moins tout ce que Anis disait tout à l'heure parce qu'on était un peu dans le même constat en fait en lançant Actualite, mais là qui était plutôt il y a 1 an et demi, donc on est un peu plus jeune. C'était une période où il y avait plusieurs cas de viol, notamment dans le public, donc le public entre le public, hein, et notamment après avec Cindy, donc mon associée là-dessus, elle avait régulièrement des soucis au niveau de ses artistes femmes. Évidemment, quand tu vas faire une date, tu n'es pas que sur scène, hein, tu montes dans un taxi en général et le taxi, c'est quelqu'un que tu prends l'avion, ensuite tu es dans un taxi avec quelqu'un que tu ne connais absolument pas pour arriver dans un endroit que tu ne connais pas, souvent toute seule, etc. Et donc, ça arrive régulièrement aussi que tu puisses t'endormir, par exemple, et que tu te retrouves avec une main sur la cuisse et encore parfois plus loin. Donc, bref. Donc, en effet, on est parti du constat qu'il y avait beaucoup d'associations, pas mal qui travaillent déjà dessus. Donc, la petite Consentis aussi, on peut parler des Catherinettes. Bref, il y a quand même un maillage territorial qui est là, mais qui manque de main finalement, parce qu'on est quand même très peu à s'intéresser à ces sujets-là. Donc, on voulait également bosser là-dessus sur des axes qui sont similaires, parce que c'est de la formation notamment, mais principalement également sur les agents de sécurité. On a souvent remarqué aussi que si t'arrive quelque chose et que tu es dans le public, t'oses pas forcément aller voir la sécu parce qu'ils sont pas formés pour. Déjà, en général, c'est les mêmes formations que si tu es sécu au supermarché, alors que c'est pas le même public. Évidemment, il y a l'alcool qui rentre en compte également. Donc, moi, j'ai déjà eu des histoires de nanas qui me disaient je me suis fait virer. On m'a dit ouais, mais t'as vu ta tenue, etc. T'es chiante. Et puis finalement, elle s'est retrouvée à la sortie du club et le mec était resté à l'intérieur. Ça, des histoires, j'en ai eu des pelles. J'ai eu, même moi personnellement, je suis déjà allée me plaindre en disant il y a un mec, ça fait quand même 3-4 fois, qui demande des trucs bizarres. Franchement, je le trouve un peu bizarre. Finalement, le mec a passé toute la soirée à rôder. Le souci, c'est que déjà, de toute façon, il faut une réelle formation pour ça. C'est pas que les agents de sécu veuillent pas le faire, en fait. C'est qu'ils sont pas formés pour et comment recevoir les victimes, etc. Donc, nous, c'était vraiment le premier axe. Et après, pas mal autour des organisateurs d'événements aussi qui sont… en fait, comme tu disais un peu tout à l'heure, on a du retard d'une certaine manière. En fait, c'est des choses, je crois, dont, même s'il y a du travail qui est fait en amont depuis longtemps, mais dont on parle vraiment depuis 1 an ou 1 an et demi ou 2 ans. Donc, en fait, le temps que tout se mette en place, ça prend du temps. Mais je crois qu'on est de plus en plus à être actifs sur ces sujets-là. Donc, voilà, oui, Actually, pour faire très court, c'était beaucoup de formation, beaucoup de prévention également, notamment pas mal sur les réseaux et avec des stands sur place et notamment avec des coins safe aussi, des personnes qui tournent en dehors de la sécu pour peut-être faire un peu moins peur d'une certaine manière et enlever cette barrière-là de l'agent de sécu. C'est envisager de mettre en place une hotline de nuit également pour, si tu te fais agresser, au moins tu peux avoir un numéro avec des personnes formées pour, au bout du fil, qui peuvent te répondre. Bref, c'est pas mal d'actions annexes comme ça, à droite, à gauche. Voilà, je crois que j'ai fait un bon tour déjà. Je ne sais pas si j'avais oublié un point, mais je vois que… Ah oui, non, Julie, t'es bloquée, c'est pour ça. Non, ça m'a l'air… C'est pour ça.
Ah mince, effectivement, il me met que ma connexion Internet est instable. J'espère que vous m'entendez. Ouais, ça va. Bon, super, ok. Merci sur ce petit sujet. Je ne sais pas si Alice, tu veux rebondir, tu avais déjà évoqué des éléments. Ok. Je vais prendre un petit peu les réactions qu'il y a eu, notamment pendant que vous étiez en train d'échanger. Une personne notamment sur Facebook qui nous a dit, et c'est vrai que ça revient souvent, les femmes ne s'aident pas non plus véritablement entre elles, voire jalouses celles qui arrivent à concilier vie privée, vie pro. Et elle nous dit également, les actions devraient venir des managers et des chefs d'entreprise en premier lieu. Donc, je ne sais pas si c'est un constat que vous partagez, mais en tout cas, si quelqu'un a quelque chose à remettre sur cette apparemment disons, compétition ou jalousie entre les femmes. Je crois qu'on vit tous et toutes dans le même milieu patriarcal, en fait, et dans la même société. Donc, effectivement, personne n'est exempt de la misogynie intégrée, et que ce soit des femmes ou des hommes. Voilà, on peut tous et toutes, effectivement, être agi, même malgré nous, et de manière complètement inconsciente, par cette misogynie intégrée. Et les femmes ne sont pas exemptes de ça, hein. Effectivement, après, c'est quelque chose, toujours pareil, dans lequel il y a un processus de conscientisation à avoir. Et il y a certaines femmes aussi pour lesquelles c'est extrêmement violent de conscientiser, en fait, y compris ce qu'elles ont vécu, et qui ont aussi parfois des réactions de rejet. Après, pour lui répondre aussi, nous, on a de plus en plus, sur les accompagnements de structure, des directeurs et directrices d'établissements, managers et manageuses qui viennent vers nous pour se former sur ces questions-là. Et effectivement, la question de l'égalité professionnelle, elle est extrêmement proche de la question managériale et de la question de la gestion des ressources humaines. Et quand on vient interroger une structure au prisme du genre, on vient interroger aussi les relations interpersonnelles. Et pas seulement les relations entre les femmes et les hommes, aussi les relations entre tout le monde, en fait. Et aussi les rapports de pouvoir et de domination. Parce que la question de l'égalité des genres, elle couvre aussi, si on va plus loin, elle couvre toute la question des rapports de pouvoir et des rapports de domination. Après, moi, ce que je trouve assez formidable à MEOM, c'est que par année, donc on a 24 participantes et chacune a son propre féminisme. C'est-à-dire que là où certaines mentors qui ont fait leur carrière un peu de manière isolée, un peu, c'était les seules femmes à percer le plafond, et donc on a l'impression qu'elles ne s'entraidaient pas trop entre elles, finalement elles aident, mais d'une manière moins visible que d'autres, et on se rend compte aussi qu'en fonction des générations, aujourd'hui je crois, pour répondre à cette question, à la question de la personne, qu'il y a une solidarité qui est plus assumée, plus ouverte, qui était moins présente avant, mais qui se fait, en tout cas à nous, à MEOM, qui est là, quoi. À partir du moment où on actionne solidarité femmes, il suffit juste de lancer le truc, et en fait, si, les femmes ont beaucoup de solidarité entre elles, mais comme dit Alnise, le milieu ne permet pas de le rendre visible. Mais j'avais lu quelque part qu'il y avait 74 styles de féminisme différents. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah, mais en fait, chacun apporte sa pierre à l'édifice, et ça peut être une femme, on dirait pas féministe, ou en fait, je pense que voilà, il y a plein de façons d'être solidaire, et ça va continuer à se développer, je pense. Ouais, moi je trouve aussi que ça va quand même dans le bon sens. Je crois que de plus en plus, on se rend compte aussi que finalement, on a besoin des autres aussi et d'être entouré, notamment quand on fait face à des situations compliquées. Et moi, j'en vois de plus en plus des 20 ans qui montent des collectifs entre elles, etc. On en revient à ces histoires de non-mixité pour apprendre également à mixer, etc. Et notamment la recherche de rôle modèle maintenant de plus en plus. Donc, je crois que on a du retard, encore une fois, mais que ça devient de plus en plus présent et indispensable de toute façon, et qu'on se tire beaucoup moins dans les pattes quand même qu'il y a quelques années d'une certaine manière. Donc, je crois que c'est plutôt positif pour ça. Ok, merci beaucoup, et je partage tous vos retours sur ce sujet. On ne va pas avoir le temps de prendre beaucoup plus de questions sur la conférence, mais en tout cas, j'invite tous les participants et tous ceux qui nous regardent, même sur Facebook, à vous contacter après. Nous, on enverra un mail avec les nombreux éléments. J'aurais quand même un dernier point. Quel conseil vous donneriez à une personne qui veut se lancer, que ce soit dans la musique, dans ce secteur-là, si on devait clore là-dessus, pour celles qui nous regardent? Ce que j'ai déjà dit, pour moi, c'est être opportuniste, faire du réseau, contacter via LinkedIn, par exemple. Ne pas hésiter à envoyer des messages et discuter
et choisir une personne qui vous inspire et vous la contactez et les portes s'ouvrent. Voilà. Moi, je dirais se considérer soi-même comme une professionnelle et arrêter de se considérer comme une femme sensible ou une jeune femme sensible qui fait un peu l'artiste et se dire que voilà, je suis une professionnelle, lister ses compétences, lister ses savoir-faire, lister toutes ses réussites professionnelles, associatives, etc. Et je reviens encore sur ce mot, objectiver vraiment tout ce qui fait que aujourd'hui, je suis bonne dans ce que je fais, j'ai des compétences, j'ai des connaissances et sortir de l'illusion du talent et de l'inné en fait. Tout ça, c'est du travail. Et si je travaille, je suis capable d'objectiver tout ce que j'ai fait, tout ce que je sais faire. Et aussi, effectivement, de s'inscrire dans des réseaux, je rejoins Maud, et notamment de s'inscrire dans des réseaux de sororité, des réseaux de femmes, de suivre des formations aussi pour se conscientiser, intégrer des collectifs. Voilà, vraiment se mettre en lutte aussi collectivement. Et je pense que ça, c'est important de partager ces espaces-là, partager des espaces de non-mixité aussi pour retrouver de la force. Je ne vais rien rajouter de réellement nouveau sur ce qu'elles viennent de dire, mais en effet, il y a des deux. Il y a un, je pense que s'entourer, c'est extrêmement important. Comme Maud disait, en vrai, je pense que la plupart des nanas, quand elles reçoivent un MP d'une jeune fille qui vient de se lancer, etc., elles y répondent tout le temps. C'est très rare, ou sinon, c'est qu'elles sont overbookées et qu'elles n'ont pas eu le temps. Mais en tout cas, il n'y a jamais, enfin, ça fait toujours plaisir d'aider quelqu'un d'autre, de répondre à des questions. Et finalement, on était dans la même situation un peu avant. Donc, pas hésiter de faire ça, pas hésiter de trouver un modèle comme ça d'ailleurs, au fur et à mesure, peut-être après plusieurs MP, et bah, finalement, la nana que tu trouvais super, et bah, vous allez bosser ensemble, donc il ne faut pas lâcher le truc. Et donc, comme disait aussi également Anne-Lise, je pense se dire qu'on est dans la musique de toute façon, donc il y aura des moments où ce sera peut-être plus dur, et peut-être pas forcément que du fait d'être une nana, mais de se dire, vas-y, demain est un nouveau jour, on continue, et surtout pas lâcher pour des histoires de, je vais peut-être pas y arriver parce que je suis une fille, il n'y a aucune raison. Et voilà. Et limite, ça donne un peu plus de niaque et c'est pas plus mal aussi. Donc voilà. Bah, super. Bah, écoutez, merci vraiment beaucoup à toutes les trois d'avoir participé, de nous avoir partagé vos retours sur ces différents sujets. On aurait pu en aborder 1000 autres. J'avais fait une liste de questions de 2 pages, mais bon, là, je pense qu'à un moment, il faut qu'on vous libère. En tout cas, vraiment, j'invite tous les participants à vous suivre parce que moi, j'ai découvert vos projets en faisant ce She-Talk. C'est vraiment, je trouve ça formidable. Vous avez des actions très complémentaires et j'ai vraiment hâte aussi qu'on puisse se revoir en vrai et que ce secteur que vous portez et que vous faites changer, en tout cas, est vraiment passionnant, palpitant. Et puis surtout, nous, ça nous fait toujours grandement plaisir. Donc, on espère vous dire à très bientôt. On espère aussi. On espère arrêter les visios aussi bientôt et pouvoir retourner dans des salles de concert, ça nous arrangerait. Merci beaucoup, merci à toutes pour ce que vous avez partagé, c'était très riche, c'était chouette d'être là et merci pour l'invitation. Avec grand plaisir et puis on se dit à très vite en tout cas. Merci beaucoup, à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.